Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wait a Minute, un nouvel épisode entièrement dédié à l'histoire. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu conséquent, mais avant de vous en dire plus, générique. Le Sénat romain, on en a tous entendu parler, au moins parce qu'il vient jusqu'à influencer notre constitution aujourd'hui. Mais si vous savez, c'est les mecs là-dedans qui font des trucs. S'il est possible que vous sachiez, à l'inverse de moi, à quoi sert le Sénat aujourd'hui, il est peut-être un peu moins sûr que vous sachiez ce à quoi sert le Sénat romain tout au long de la période de l'Antiquité romaine. Commençons par la base des bases. D'où ça vient le Sénat, c'est qui les gens dedans et à quoi ça sert. Pour répondre à ces questions, il faut faire une autre différenciation, cette fois-ci temporelle, car il a existé entre guillemets plusieurs Sénats. Le Sénat monarchique, le Sénat républicain, le Sénat sous le Haut Empire et le Sénat sous le Bas Empire. Bon, maintenant qu'on a expliqué les trucs barbants, on y va pour de vrai. Quand je vous dis Sénat romain, je suppose que vous voyez des mecs en toge un petit peu comme cela. Et vous n'êtes pas si loin de la vérité que ça en fait. Le Sénat naquit en même temps que Rome, puisque la légende veut que ce soit Romulus, le fondateur de la ville, qui créa l'institution. Au départ, il s'agissait de 100 personnes, puis assez vite, on a atteint les 300 sous la monarchie. Son rôle est important sans pour autant être décisif. C'est lui qui conseille le roi et qui influence la suite de la succession royale. Il est notamment composé d'aristocrates et c'est quelque chose que l'on va retrouver tout au long de l'Empire romain. Bon, ça c'était pour le Sénat sous la monarchie romaine. Maintenant on va parler du Sénat sous la République romaine. Le Sénat, sous l'époque républicaine, c'est un petit peu le patron. Il y a toujours 300 personnes qui le composent, bien que cela évolue sous Sylla, où il passe à 600 personnes, puis sous César, où 900 personnes le composent. Tout ce joli monde se réunit dans un endroit établi à l'avance, via des rites spécifiques comme des sacrifices animaliers. Vous connaissez par ailleurs très probablement des personnes qui composent le Sénat à cette époque, à l'image de Cicéron, Caton ou encore César. Notez que le membre le plus important du Sénat, en tout cas celui qui parle en premier, est le membre le plus vieux, ce qui est non négligeable en cas de débat. Par ailleurs, pour rentrer dans le Sénat, il fallait être inscrit par les censeurs dans l'album sénatorial, ce qui a lieu tous les 5 ans. Bien, je vous ai dit qui il y avait, combien ils étaient, mais je vous ai toujours pas dit à quoi ils servaient. C'était pas uniquement des gens assis en cercle qui discutaient du banquet de la veille. Le Sénat républicain débat, et il débat beaucoup, et surtout. Il décide de recevoir les ambassades, il décide également de voter le budget, mais aussi d'adopter les lois. C'est également lui qui décide si on déclare la guerre ou non à quelqu'un, et quel général va mener les troupes au combat si guerre il y a. Vous l'avez compris, le Sénat c'est un petit peu le groupe que l'on veut se mettre dans la poche. C'est notamment ce que vont faire des généraux à la fin de la République, comme César, Pompée ou encore Octave. En parlant d'Octave, c'est lui qui, après la bataille d'Actium, 31 avant Jésus-Christ, lorsqu'il bat Cléopâtre et Marc-Antoine, devient le premier empereur des Romains. Et du coup, on bascule dans ce que l'on appelle le Haut Empire. Et le Sénat reste là, mais les choses évoluent. On redescend à 600 personnes pour le composer, et Auguste ne garde que ceux qui sont acquis à sa cause, ce qui est logique. Auguste développe ce que l'on appelle l'ordre sénatorial. Désormais ne peut être sénateur qu'un fils de sénateur. Si tu veux être sénateur et que tu n'es pas fils de sénateur, alors il y a 2 solutions qui s'offrent à toi. Petit 1, l'empereur te fait sénateur. Petit 2, l'empereur t'autorise à être candidat à une magistrature de base, te faisant de fait sénateur. Ce système fait du Sénat une sorte de caste sénatoriale, mise au profit de l'empereur. Bon, ça c'était pour les évolutions de la composition du Sénat, mais désormais il y a d'autres règles, comme le Sénat qui doit se plier à l'empereur. On garde les débats au Sénat, mais ça n'a plus vraiment le même sens, puisque désormais l'empereur peut interrompre à tout moment un sénateur en train de faire son discours. Au début de l'Empire, le Sénat garde le contrôle sur certaines provinces que Rome a conquises au fur et à mesure de ses guerres. L'empereur a le contrôle sur des provinces comme l'Égypte ou la Gaule, alors que le Sénat en contrôle d'autres, comme l'Asie ou l'Afrique proconsulaire. Dans la théorie, le Sénat élit l'empereur, du moins au début, mais ça n'est pas très net et ça se détériore avec le temps puisque l'empereur choisira de plus en plus sa succession. En tout cas, c'est comme ça que ça marche jusqu'à la mort de Commode en 193, dernier empereur du Haut Empire, et vous l'avez compris, on bascule à ce moment dans ce que l'on appelle ensuite le Bas Empire. Le Bas Empire romain, c'est un petit peu le foutoir, on va pas se mentir là-dessus. Il y a guerre civile sur guerre civile du 3e au 4e siècle, ajoutez à cela des conflits religieux, des barbares qui poussent aux frontières, des usurpations, et j'en passe et des meilleurs. Mais le Sénat, dans tout ça, il devient quoi? Désormais, d'un Sénat à Rome, on passe à 2 avec l'apparition d'un homologue à Constantinople. Ils ont les mêmes attributions, mais le Sénat de Rome reste plus prestigieux.
L'empereur peut toujours nommer son successeur, avec ou sans l'aval du Sénat, mais c'est désormais bien plus souvent l'armée qui nomme un empereur pour ensuite l'imposer au Sénat. Dans les cas où le Sénat essaye à son tour d'imposer un empereur, ça finit assez mal, dans le cas d'Eugène qui se fait totalement réclamer par Théodose Ier. Le Sénat n'est plus que l'ombre de lui-même, il est bien loin le temps de la République romaine où il menait tout le monde à la baguette. Toutefois, l'empereur a encore besoin d'eux, car c'est un vivier de lettrés, c'est un vivier d'hommes intelligents qui peuvent faire fonctionner la machine romaine. C'est un petit peu les ouvriers qualifiés de l'époque, les gens qui ont fait des études. On ne peut pas se passer d'eux comme ça, sinon tout s'écroule. Le Sénat connaît encore une période d'activité, même après la chute de Romulus Augustule, dernier empereur romain, en 476. La dernière mention que l'on a du Sénat est en 603, soit 150 ans après la chute de l'Empire romain. Cela nous donne en tout une institution qui serait née vers moins 753 et qui disparaît vers 603. Cela fait 1356 ans d'activité pour cette institution. Pour vous donner un ordre d'idée, il s'est écoulé seulement 226 ans depuis la Révolution française. Ça vous laisse un ordre d'idée pour vous dire à quel point notre système est jeune. Et voilà, c'est tout pour le Sénat romain. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'il y a désormais la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.